Bienvenue au rapport de situation d'aujourd'hui. Nous voulons parler de la situation en Ukraine, de ce qui s'est passé sur le front, ainsi que de ce qui se passe derrière le front, là-bas. Certainement l'une des plus grandes nouvelles de ces derniers jours, du point de vue ukrainien, la direction principale du renseignement, le service de renseignement, parle de menaces d'attaque venant de la Transnistrie. Nous voulons en parler, ainsi que de la signification que cela aurait. En outre, il y a eu une nouvelle attaque ukrainienne contre un pétrolier russe, ce qui signifie que la guerre des pétroliers menée par l'Ukraine se poursuit. Cela alors que les combats y font rage sur le front et que la pression sur la poche de Pukhovsk et Menograd est maintenue. Nous voulons en parler et de tout le reste. Tout est dans ce rapport de situation, c'est ainsi que nous commençons indirectement. Stream sponsorisé aujourd'hui par CyberGhost VPN. Pour naviguer en sécurité avec un VPN et accéder à des contenus bloqués, cliquez sur le lien dans la description et profitez de 83% de réduction, 4 mois offerts et 45 jours de garantie de remboursement sans risque. Un abonnement soutient bien sûr la chaîne. Les Ukrainiens ont de nouveau attaqué des cibles russes à l'arrière. Dans ce cas, une usine d'électronique en Tchouvachie a été touchée. Vous pouvez voir ici, si le navigateur le permet, ce qu'il ne veut apparemment toujours pas faire. Bon, peu importe, ici on voit de toute façon l'impact. Et là, en Tchouvachie, une usine d'électronique a été touchée qui fabrique entre autres des récepteurs pour des appareils de navigation utilisés par l'armée russe. En outre, l'état-major ukrainien affirme que le port de Temiruk en mer Noire a vu 70% de sa capacité pétrolière endommagée, que celle-ci a été endommagée là-bas. Cela signifie qu'ici, nous voyons que les attaques ukrainiennes contre les capacités d'exportation de pétrole de la Russie continuent de progresser. Nous passons maintenant au développement le long du front, et c'est là que nous commençons. Au nord, en direction de Soumy, aucun changement que je puisse documenter. C'est similaire pour Vovchansk et Veliki Borluk. Depuis la direction de Kupiansk, nous avons un changement en direction de Piszczane. En effet, des soldats ukrainiens ont été attaqués ici par les Russes. Comme on le voit, cela se situe dans une zone récemment contrôlée par les Russes. Cela signifie que cet endroit est à nouveau au moins disputé, voire déjà repassé sous contrôle ukrainien. Ici, ils auraient donc repoussé les Russes. Plus au sud, en direction de Borowa, nous avons les Russes à Novovodian. Là, ils ont avancé, nous les avons localisés ici, à cet endroit. Et ici, nous pouvons reconnaître ces deux pointes et ensuite ce morceau. Et c'est assez facile à voir, ici, il y a les deux pointes et ici ce morceau. Cela signifie que les Russes ont opéré dans cette zone, ce qui impliquerait bien sûr qu'ils ont peut-être réussi ici à repousser les Ukrainiens à peu près sur cette ligne. Comme toujours, il est un peu tôt pour l'affirmer à cause d'une géolocalisation, mais au moins ce serait une possibilité. C'était tout pour la direction de Borowa. Nous continuons vers Liman et là-bas, les Russes ont été aperçus au nord-ouest de Seranjé. Nous avons cela à ce point. Et comme nous pouvons le voir, c'est déjà à peu près à mi-chemin de Korovia. C'est à cet endroit ici, les Russes ont été aperçus à peu près à ce point, donc une avancée d'environ 1,5 km vers le nord-ouest. Au moins, la géolocalisation, et le fait que la géolocalisation ne signifie pas toujours une présence russe permanente, on le voit ici. Jaroa, une géolocalisation a aussi eu lieu là-bas. Ici, des soldats russes ont été observés en train de pénétrer dans cette maison. La fois a ensuite été massivement attaquée et détruite. La maison est ensuite attaquée de toutes parts par des drones First Person View, bombardés par des drones bombardiers, elle prend feu par la suite, subit de lourds dégâts, etc. S'il est impossible de dire de l'extérieur si les soldats russes qui s'y trouvaient y sont encore en vie, nous voyons cependant que c'est le cas. Sur la vidéo, on pouvait voir 3 soldats russes qui se déplaçaient ici à une distance d'environ 6 à 7 km. À partir des positions russes permanentes confirmées, il s'agit dans ce cas d'une infiltration classique. Ce n'est pas parce qu'un lieu a été géolocalisé là-bas que les Russes y sont toujours présents. En principe, c'est le cas à chaque nouveau rapport de situation. Voilà pour cette direction. Nous continuons en direction de Siversk et là, je ne peux documenter aucun changement. La carte Deep State ajuste certains éléments avec ses données géographiques et sa cartographie. Mais nous l'avions déjà remarqué il y a plusieurs jours lors de la géolocalisation. Les Russes, après avoir franchi la voie ferrée au centre, agissent déjà à l'ouest. Et comme nous pouvons le voir maintenant,
La carte Deep State pro-ukrainienne attribue la moitié A de Siversk aux Russes. Siversk ne devrait donc plus tenir longtemps. Nous constatons que le saillant du front de Siversk est désormais enfoncé, et justement en train de l'être. Au sud, vers Kostiantynivka, un changement minimal essaie de constater. En effet, un soldat russe a été attaqué par les Ukrainiens ici à l'est de la ville. C'est comme vous, si vous regardez régulièrement, si vous vous souvenez de ces fortifications. Des Ukrainiens étaient présents ici. Puis les Russes ont occupé ces tranchées, et maintenant ils sont de retour à la périphérie de la ville. Cela vient du fait que la densité de personnel des deux côtés est relativement faible, qu'il s'agit de petits groupes isolés, avec parfois des patrouilles entre eux. Mais cela rend bien sûr toujours possible une infiltration, ainsi qu'un remplacement rapide de la position par le camp opposé. Globalement, nous constatons la tendance. Les Russes avancent dedans toujours à Kostiantynivka. On ne peut pas en conclure qu'ils s'y sont installés. Ce serait tout pour cette direction. En direction de Dombropilia, je ne peux pas documenter de changements récents. Vers Pokrovsk, nous avons plusieurs nouvelles géolocalisations. Tout d'abord, nous commençons au nord-ouest de Pokrovsk. Ici, dans ces bâtiments, un combat a lieu entre les Ukrainiens et les Russes. D'après ce que nous pouvons voir grâce à la géolocalisation. Dans la vidéo d'origine, les Russes ont très probablement été vaincus lors de cette attaque. Cela signifie que nous avions une présence russe ici, mais qu'après la vidéo, ce n'est probablement plus le cas. Au moins, on voit dans la vidéo plusieurs soldats russes payer de leur vie pour cette attaque. C'est pourquoi je ne peux ni ne veux vous montrer la vidéo. Voilà tout sur ce point. En direction de Murnugrad, il n'y a pas de changement, nous avons de nouvelles positions à cet endroit. Et ici, nous avons les Russes. Eh bien, disons, dans la partie centrale de Murnugrad, si nous considérons cela comme la partie sud. Ici, maintenant, à la limite ouest, sud-ouest de la zone principale de Murnugrad et presque au centre. Cela signifie que les infiltrations pénètrent maintenant plus profondément dans Murnugrad. Cela pourrait être dû au fait que, c'est une spéculation de ma part, un retrait est peut-être en cours en ce moment. La carte Deep State ukrainienne de HT Pro l'attribue désormais aux Russes. On peut simplement dire que ce serait une correction. Mais nous avons maintenant ici la nouvelle de la Pravda ukrainienne, selon laquelle les Ukrainiens se seraient retirés de certaines positions. Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, du fait que ces positions étaient évidemment extrêmement exposées. Je ne comprends pas pourquoi elles ont été maintenues plus longtemps et tenues. Il se peut qu'un repli ait maintenant eu lieu là-bas. Nous ne pouvons pas l'affirmer. Si les Russes ont pris la position, ils l'ont peut-être gagnée sur les Ukrainiens en les battant. Ou bien les Ukrainiens se sont repliés. Bien sûr, nous ne pouvons pas le dire à distance, mais du côté ukrainien, on affirme qu'ils auraient repris la position là-bas, ce qui, à mon avis, était bien sûr raisonnable. Il est possible que les effectifs à Murnugrad soient réduits, ce qui explique pourquoi nous avons plus d'infiltration. Mais cela reste spéculatif de ma part. À Pokrovsk même, les combats continuent. Nous avons toujours une présence ukrainienne dans la partie nord de Pokrovsk et nous avons toujours une présence à Murnugrad. Cependant, nous ne pouvons plus affirmer que tout cela est sous contrôle ukrainien strict compte tenu de la géolocalisation, car la géolocalisation, l'une était ici, l'autre là, c'est-à-dire que nous voyons que les Russes opèrent plus ou moins dans de vastes parties de la ville, maintenant aussi à Murnugrad, c'était tout pour la poche. À l'ouest de là, les Russes sont entrés dans le village de Novo-Pitorodno, que nous avons géolocalisé à cet endroit, à l'extrémité est du petit village. Ils étaient à Molodeske auparavant, donc ce n'est pas loin. Cela fait environ 400 mètres qu'ils ont traversé ici dans le champ, mais maintenant ils sont entrés dans le village suivant. Ici aussi, il ne semble pas qu'ils aient pu s'y installer. Mais à l'heure actuelle, nous pouvons tout de même constater qu'il y a eu une avancée locale à cet endroit. En direction de Pokrovsk, nous avons une géolocalisation entre Oleksivka et Orestupil à cet endroit, ici. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est précisément à cet endroit. Là-bas, des soldats ukrainiens capturent 6 prisonniers russes et les emmènent. Cela signifie que nous voyons toujours ici de l'activité des Ukrainiens, des contre-attaques au sol. Elles se déroulent aussi dans cette direction et permettent souvent de capturer des prisonniers, ce qui est précieux pour les Ukrainiens, qui espèrent ainsi libérer leurs propres prisonniers de guerre. C'était tout depuis la direction de Pokrovsk. En direction de Uliapol, nous avons une géolocalisation, et à Uliapol aussi, les Russes avancent lentement. Nous les avons ici dans cette partie, nous les avions dernièrement dans cette partie-ci.
Cela veut dire qu'ils sont toujours du côté est de la rivière. Comment s'appelle la rivière? Haïtchour, ils ont de nouveau été aperçus sur la rive est du Haïtchour. Ça devrait être à cet endroit ici. D. Nous avons une nouvelle géolocalisation aujourd'hui. Et là, ils ont traversé la rivière et se trouvent de l'autre côté. Ça devrait être à peu près ici, quelque part sur cette route. C'est-à-dire, nous voyons. Les Russes avancent aussi lentement à Ujapol. La situation ici est bien sûr aussi quelque peu problématique, car la ligne de communication vers le nord ne doit plus être largement utilisable, de sorte que les lignes de communication vers Aljapol sont également sous forte pression ici. Voici les seuls changements constatés sur le terrain, je ne peux rien ajouter pour l'instant. En résumé, dans l'ensemble, cela n'a pas changé. Nous constatons de faibles mais réguliers progrès russes pendant sur cet axe. Peu d'activités qui apportent des succès. Pokrovske et Menograd. Les combats d'Ozer restent acharnés et l'avancée des Russes reste lente, mais il y a des contre-attaques ukrainiennes. Les Ukrainiens réussissent encore à maintenir leur position là-bas. Kostiantinivka. La dynamique est en faveur des Russes, mais elle est extrêmement lente, on observe vraiment des progrès très limités. Siversk, en revanche, devrait passer sous contrôle russe dans un avenir proche. Ici, il semble que les Ukrainiens ne pourront plus tenir très longtemps. Sinon, lorsqu'il y a des mouvements de front, ils sont relativement faibles, et souvent, les géolocalisations ne concernent que des infiltrations. Voilà pour l'évolution du front. Nous avons une nouvelle information de la mer Noire, et ici, Riba, c'est l'un des plus grands, voire le plus grand. Des blogueurs militaires russes Tanta rapportent une nouvelle attaque contre un pétrolier russe. Et là-bas, ils disent que de telles attaques sont un coup dur pour notre économie, tout comme les attaques de drones contre les dépôts de pétrole dans toute la Russie. Les drones sont moins efficaces contre les cibles côtières. C'est pourquoi les forces armées ukrainiennes ont visé des cibles plus accessibles. Et tant qu'il n'y aura pas de défense adéquate ni de contre-mesures, ce ne sera qu'une question de temps avant qu'un autre navire ne soit touché. Du côté des blogueurs militaires russes, on admet donc que les attaques ukrainiennes sont douloureuses et qu'il faut s'attendre à ce que d'autres attaques soient couronnées de succès. Nous avons également une vidéo de l'attaque elle-même. Ici, nous pouvons la voir et nous pouvons voir à quel point il est haut sur l'eau. Cela signifie qu'il était en route pour faire le plein. Et ici, nous voyons comment le premier drone perd la connexion, au moment de l'impact. Au total, l'attaque aurait été menée avec 3 drones, et nous pouvons voir qu'un autre drone arrive entre-temps. À ce moment-là, et aussi ici, il frappe le pétrolier, donc la guerre des pétroliers continue. Nous avons déjà parlé du fait que si les Ukrainiens réussissent avec cela et réduisent le commerce du pétrole russe, cela représente évidemment pour eux un enjeu important dans cette guerre. Comme l'économie russe est sous pression et que les revenus pétroliers représentent toujours une grande partie des recettes. Mais l'autre information que nous avons ici de la chaîne 24 d'Ukraine. Certains Ukrainiens redoutent d'éventuelles attaques venant de la Transnistrie. La Transnistrie, pour rappel, est de l'autre côté du Dniestre, je crois que c'est bien le nom du fleuve, reconnu par le droit international. Une partie de la Moldavie est cependant russophone et fidèle à Moscou. Ils se sont séparés lors d'une guerre de sécession après l'indépendance de la Moldavie. Précisément parce qu'on craint aussi là-bas que la Moldavie puisse se réunifier avec la Roumanie. Cela a été soutenu par les Russes qui ont activement aidé les sécessionnistes ici à se soustraire à l'administration de Chisinau. Les troupes russes y sont également stationnées, officiellement en tant que force de maintien de la paix. Mais officieusement, elles sont bien sûr là pour soutenir l'indépendance de la Transnistrie. D'ailleurs, la Transnistrie a déjà demandé à 2 ou 3 reprises par référendum une annexion par la Russie, ce qui n'a pas encore été accordé jusqu'à présent. Mais ainsi, les Russes auraient bien sûr atteint la frontière moldave. On pourrait supposer que, dans ce cas, l'annexion serait acceptée. Au total, il y aurait 1200 soldats russes sur place qui sont probablement recrutés localement, car de véritables rotations ne peuvent évidemment plus avoir lieu. Cela signifie qu'il s'agit en fait de transnistriens qui servent là-bas en uniforme russe, du moins pour la majorité d'entre eux. Or, en même temps, il y a aussi un grand dépôt de munitions datant de la guerre froide qui est gardé.
Combien de tout cela est encore utilisable, c'est une autre histoire, mais entre autres dans l'article. Il est également évoqué ici que ce dépôt ne se trouve qu'à 5 km de la frontière et pourrait donc être bombardé même avec des mortiers. Fondamentalement, on ne se montre pas trop inquiet, car une grande partie de la frontière est formée par une rivière dont le seul pont a également été détruit. En 2022, une partie forme la frontière nationale. Et selon les informations ukrainiennes, il n'y a pas seulement déjà une production de drones en Transnistrie. Une chaîne de production y aurait été installée, mais il y aurait aussi un recrutement de combattants qui pourraient ensuite envahir l'Ukraine à partir de là. Si cela arrivait, tout ce que ce serait une infiltration. Il ne faut rien attendre, c'est une grande offensive. Cela commence pour prendre les Ukrainiens à revers et avancer depuis la Transnistrie jusqu'au Dnipro, ou quelque chose comme ça, mais ce serait plutôt de petits groupes isolés. Cet article évoquait 10 hommes traversant la frontière pour causer des dégâts derrière les lignes ukrainiennes, mener des attaques et mobiliser les forces ukrainiennes. De cette façon, ils obligent les Ukrainiens à stationner des forces plus importantes dans cette zone, qui manqueront alors à d'autres endroits au droit du front. Mais il faut être clair, si cela devait arriver, l'Ukraine pourrait considérer cela comme un casus belli, c'est-à-dire comme un motif de guerre, et réagir militairement. Selon l'article, la Transnistrie elle-même ne dispose que de 3 bataillons de combat, qui sont en plus mal équipés et démotivés. Il faut comprendre qu'il n'est en réalité plus possible, côté russe, d'y acheminer des armes. Cela signifie qu'ils sont équipés de ce qui peut être produit sur place, et au moins des fusils d'assaut ont été produits localement. J'ignore dans quelle mesure la production de matériel militaire professionnel se fait là-bas, mais il existe une industrie lourde locale, donc une certaine production. C'est possible, mais en général, les forces armées là-bas, les forces sécessionnistes, sont relativement mal équipées, et face à des forces ukrainiennes expérimentées, elles devraient avoir relativement peu de chance. En plus, c'est bien sûr une catastrophe géographique pour les défenseurs, car ils peuvent donc pratiquement être divisés en petits segments partout et ensuite être anéantis. Donc il n'est pas clair si cela va arriver. Il faut aussi comprendre que les Russes en peuvent recruter du personnel simplement en laissant filtrer volontairement l'information au public. Rien qu'avec cela, ils forcent déjà les Ukrainiens à se demander si leurs forces à la frontière suffiront ou s'il en faudra plus. Et si du côté ukrainien, on en vient à la conclusion que cela pourrait devenir dangereux, que nous n'avons pas assez de surveillance, alors ce sont déjà des forces qui manqueront ailleurs. Pour la Russie, c'est déjà un succès à ce stade, quoi qu'il arrive. Que les Russes attaquent réellement depuis la Transnistrie serait, selon moi, une folie de leur part. Comme je l'ai dit, les Ukrainiens pourraient voir cela comme un casus belli. Et franchement, qui se plaindrait si les Ukrainiens envahissaient l'État de la Transnistrie et reprenaient aux séparatistes russes la région tenue par ces derniers? Qui s'en plaindrait? Pour la Russie, ce n'est sans doute pas une bonne idée, mais pour l'instant, les Transnistriens peuvent encore tenir les Ukrainiens en haleine. Ensuite, nous avons des nouvelles de la Russie elle-même. En effet, Poutine a signé un décret qui active la réserve de mobilité pour l'entraînement. J'ai tourné une vidéo il y a un moment, elle vient d'être partagée ici. Comment ça se passe avec les réserves russes et le recrutement russe? J'en suis arrivé à la conclusion que Poutine allait recourir à la réserve de mobilité pour l'utiliser dans la guerre en Ukraine. Ce sont des volontaires qui ont signé un contrat qui est relativement lucratif selon les standards russes. Et la seule chose qu'ils doivent faire pour cela, c'est de s'entraîner de temps en temps. Mais sinon, ce sont des civils. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ces contrats, ils sont donc lucratifs. Cela permet aux Russes de conserver une réserve relativement bien formée, qui serait actuellement forte de jusqu'à 2 millions d'hommes, mais qui, en temps normal, n'est pas utilisée et qui n'a pas non plus de règles de licenciement. Selon mes recherches, ce contrat ne peut être résilié de façon anticipée, et après un premier engagement, il est généralement conclu à vie. Cela signifie que ceux qui ont signé là-bas ne peuvent absolument pas en sortir. Si la partie russe décide de déployer la réserve de mobilité en Ukraine, des lois sont déjà en cours d'élaboration pour permettre cela. Il y a déjà eu de nouvelles lois qui permettent d'élargir l'autorisation de faire quelque chose avec la réserve de mobilité. Mais de cette manière, les Russes pourraient éventuellement résoudre leurs problèmes de personnel. Comme je l'ai dit, j'ai réalisé une vidéo détaillée à ce sujet qui vient d'être postée dans le chat. Sinon, il faut supposer que cette réserve de mobilité sera bien sûr prévue pour l'Ukraine.
Cela signifie qu'elles seront utilisées d'une manière ou d'une autre pour fournir du personnel à la guerre en Ukraine. Mais d'un autre côté, il faut bien sûr aussi dire que lorsque de nouveaux éléments, lorsque la réserve de mobilité est mobilisée et entraînée, il s'agit aussi de cela. Ensuite, ils sont formés à nouveau, puis leur niveau de formation augmente. On peut alors aussi les adapter aux tactiques actuelles et leur transmettre les expériences récentes. Il faut aussi préciser que cela sert pour un conflit plus vaste. Si les Russes veulent étendre la guerre à d'autres pays, ils auraient alors dans ce cas des soldats qui seraient familiers avec les nouvelles tactiques russes. Cela non plus ne doit bien sûr pas être négligé. Dans le domaine politique, nous avons d'autres informations concernant les efforts de maintien de paix. Alexis Chouravlev, c'est le vice-président de la commission de la défense de la Douma, qui dit « Peu importe qui signe la capitulation de l'Ukraine, la Russie doit être satisfaite à la fin. Il n'y a plus aucun doute sur ce qu'ils veulent. » Il faut bien sûr remercier la franchise dont fait preuve la partie russe en ce moment. Fondamentalement, il faut aussi dire que la Russie fait actuellement tout pour donner une image de force. La croissance économique est mise en avant, même si elle n'est que d'1%. Les chiffres officiels annoncent une inflation de 4 à 6%, mais sa véracité reste discutable. Et on annonce de grands succès sur le front. Parfois, des villes sont déclarées conquises alors que les Russes y tiennent encore environ 30% du territoire. Constatons-le simplement, prenons-le simplement comme un fait. Mais nous voyons que la Russie cherche à donner une image de force. Ces informations sont souvent exagérées ou mal interprétées. En réalité, la Russie a eu 0 cette année. 77% de l'Ukraine conquise, donc moins d'1% de son territoire national a été perdu par l'Ukraine au profit de la Russie cette année. Tout cela doit toujours être compris dans le contexte qu'il ne s'agit pas seulement du territoire, mais aussi de l'état des forces armées. Les Ukrainiens peuvent faire la différence avec leur territoire. Ils peuvent céder plus de territoire pour réduire leurs pertes, ou bien ils peuvent tenir le territoire plus longtemps et subir ainsi des pertes plus élevées. La question autour de Pokrovsk et Menograd, est-ce judicieux pour les Ukrainiens de défendre la poche ? Nous ne devons donc pas mal l'interpréter ici, que 0,77% signifie que l'Ukraine pourrait tenir la guerre encore 80 ans. Ce serait probablement une mauvaise interprétation. Mais nous devons tout de même dire que ce que les Russes ont à présenter est très modeste. Tout cela a coûté des centaines de milliers de vies humaines. Les Ukrainiens évoquent en plus de 300 000 Russes morts, blessés ou disparus. En réalité, le chiffre ne doit pas être très éloigné de cela. La Russie essaie en même temps d'augmenter la pression à l'arrière, en Ukraine. Ainsi, le médiateur russe rapporte que des plans sont en cours pour déclencher des protestations en Ukraine afin de déstabiliser le gouvernement. Pour cela, on compte notamment s'appuyer sur les mères de soldats qui sont prisonniers de guerre ou portés disparus, pour accroître la pression sur Zelensky pour qu'il fasse la paix et permettre le retour de leur fils. Cette pression est aussi nécessaire à cause de l'absence d'élections. En effet, du côté russe, le gouvernement ukrainien est régulièrement présenté comme illégitime, ce qui rendrait également invalide sa signature sur un accord de paix. C'est un point important à ne pas oublier. Si le gouvernement ukrainien est illégitime, ce qu'il n'est pas d'un point de vue juridique, mais c'est ainsi que les Russes le présentent. Et entre-temps, tout cela est aussi répété sans cesse depuis les États-Unis. Donc si le gouvernement ukrainien est considéré comme illégitime par une partie, alors il ne peut pas signer d'accord légitime. Cela signifie que si elle signe un accord de paix, celui-ci serait en quelque sorte invalide et pourrait bien sûr légalement légitimer une future reprise de la guerre. Il faut le comprendre dans ce contexte. C'est pourquoi Trump et Poutine ne cessent de réclamer de nouvelles élections, probablement pour se débarrasser de Zelensky. Zelensky appelle le bluff comme on dit au poker. Il dit « D'accord, alors organisons une nouvelle élection, si vous le voulez tous. Je n'ai pas besoin de rester président. » Si les partenaires assurent sans la sécurité, 60 jours pour l'organisation, de nouvelles élections auront lieu. Cela veut dire qu'il dit « je n'ai pas besoin de rester en fonction. Aidez-moi à ce que cela soit possible. » Bien sûr, il faut dire clairement comment cela doit se faire. C'est un mystère. Qui doit se présenter ? Que faire si un soldat au front veut être candidat ? Comment peut-il mener campagne ? Comment les soldats au front votent-ils ? Est-ce uniquement par correspondance ? Alors que les États-Unis l'exigent toujours et que Donald Trump, leur président, combat fermement le vote par correspondance. Cela veut dire que tout cela est en quelque sorte passionnant.
Mais il dit « ça m'est égal, il faudrait organiser des élections immédiatement, mais il faudrait d'abord garantir la sécurité pendant 60 jours, et même 60 jours ce serait très ambitieux, il faut le dire clairement. » On note aussi l'existence de sondages. Seuls 10% des Ukrainiens veulent des élections anticipées immédiates, tandis que 63% s'y opposent même après un cessez-le-feu. Ils disent que de nouvelles élections ne devraient avoir lieu qu'après la conclusion complète, c'est-à-dire seulement après la signature d'un accord de paix. 2/3 des électeurs ukrainiens. Il serait aussi intéressant d'observer l'issue de nouvelles élections, car la cote de popularité de Zelensky a chuté. Seuls 23% des Ukrainiens voteraient encore pour le président Zelensky. C'est vrai, en même temps, il reste le candidat le plus populaire. Le candidat le plus populaire derrière lui est Valéry Salouchny avec 19,1% et le troisième est Kirill Boudanov avec 5,1%. C'est-à-dire l'ancien chef d'état-major, très populaire et apprécié, et ensuite le chef du renseignement militaire. Et maintenant, on peut se demander, qu'attendent réellement Trump et Poutine qu'un président Salouchny ou un président Boudanov signerait concernant la paix en Ukraine? Qu'attendent-ils? Quel serait le résultat des négociations? Est-ce que ces deux-là nous donneront l'impression d'être des tendres, des gens prêts à abandonner la moitié du pays pour satisfaire les Russes et les Américains? Je veux dire, on peut maintenant interpréter et dire qu'en tant que militaire, il serait peut-être capable d'évaluer la situation de manière plus réaliste et donc d'arriver à une conclusion différente de celle des politiques. On peut évidemment faire ça, mais il faut bien comprendre que nous n'avons pas affaire à des candidats dont on pourrait s'attendre à ce qu'ils se couchent et implorent la pitié. Donc voilà, une nouvelle élection n'améliorera pas nécessairement la situation pour les Russes. Il faut le dire clairement ici, car aucune alternative ne paraît d'emblée plus accessible pour la Russie. Et puis, nous avons encore une nouvelle, une bonne pour l'Ukraine. Elle a désormais reçu 2000 véhicules blindés de type Sénateur en provenance du Canada. Ce sont des mines résistants Ambush Protected qui possèdent une petite tourelle sur le dessus permettant d'offrir un appui-feu depuis ce type de véhicule et cette tourelle. Globalement, ces véhicules peuvent servir lors d'une attaque, mais sont surtout destinés à l'arrière. Mais nous devons comprendre que, surtout dans le contexte actuel, où les armes anti-chars tenues par des soldats en première ligne sont plutôt rares et que la plupart des attaques se font par drone. Là-bas, les blindés sont essentiels. Pour ces véhicules, de nombreuses vidéos montrent qu'ils survivent à plusieurs impacts, l'équipage étant peu blessé ou indemne. Cela veut dire que même si ces véhicules ne sont pas ce qu'il y a de mieux, pas le meilleur qu'on puisse imaginer. Ils sauvent pourtant sûrement des vies presque chaque jour en Ukraine. Et cela montre bien sûr que l'Occident, quand il le veut, peut vraiment aider l'Ukraine de manière significative. Parce que 2000 véhicules, ce n'est plus rien du tout. Il faut le dire clairement à ce stade. Et c'est tout pour aujourd'hui concernant le rapport sur les stocks.